Alors on va passer à la suite. La rupture de la normalité. Tu en parlais tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Et tu sais que beaucoup de journalistes reprennent cette notion de rupture de la normalité pour parler de théorie du complot. Oui. En fait, des survivalistes seraient une bande de mecs qui imaginent que demain va y avoir une espèce d'holocauste nucléaire et que à la Walking Dead en quelque sorte, et qu'il va falloir survivre avec plein d'armes, etc. Oui. Rupture de la normalité, c'est quoi? Et est-ce qu'on tombe dans la théorie du complot? C'est bien de parler de cette notion parce que disons que ça fait quelques années maintenant que je participe, on va dire, à la construction globale du survivalisme, en tout cas que j'apporte ma pierre à l'édifice francophone avec bien d'autres, et c'est tant mieux. Avant, par mon cursus justement qui a toujours été dedans, j'ai toujours consulté à titre personnel ce contenu. Avant d'en faire directement, on va dire, la publicité, la promotion via la chaîne. Et en même temps, j'étais justement dans les études de gestion du risque, et le terme de rupture de la normalité, c'est quelque chose que la première fois j'ai entendu justement à l'université. Et il existait déjà certains youtubeurs sur la thématique, et on n'entendait jamais parler de ce terme avant. J'ai le souvenir, alors faudra me donner tort si je me trompe, mais je pense que j'étais le premier à intégrer ce terme francophone dans une vidéo YouTube. J'ai rien inventé, c'est juste que moi j'ai appris ça via l'université dans mon domaine. Et donc c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, a été adopté rapidement puisque on a mis des mots sur un concept qu'on n'arrivait pas à verbaliser avant. Et c'est exactement ça. Donc en fait, la rupture de la normalité, beaucoup en parlent, mais peu la définissent parce que c'est un terme technique à l'origine qui est issu du milieu de la gestion des risques. Donc aucun rapport avec du complotisme, etc. C'est un terme où quand vous parlez à des personnes chargées de gérer les risques, que ce soit pour des risques industriels, que ce soit pour des risques sociétaux, environnementaux, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Rupture de la normalité, prévention, occurrence, risque. Voilà, c'est ça. Donc, dans les sphères d'experts, on va dire, ça existe depuis longtemps, il n'y a aucun souci, donc il n'y a pas de connivence avec le milieu complotiste par rapport à ces termes-là. C'est juste qu'il est dévoyé, comme beaucoup de termes, par la presse, parce que voilà. Donc, quand on parle de rupture de la normalité, on sous-entend en fait que la normalité n'existe plus. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est normal, en fait? Alors, on pourra dire que ce qui est normal, c'est ce qui est prévisible, logique et compréhensible par la plupart d'entre nous. Prévisible, logique et compréhensible. Voilà, c'est ce que tu t'attends. Toi, tu t'attends, comme tout le monde, à une certaine journée type, avec des aléas possibles, mais entre garde-fous. Alors, juste un truc, si je vais à, on va dire, Aulnay-sous-Bois et que je me fais défoncer par 8 chances pour la France, c'était pas une rupture de la normalité, c'était prévisible, parce que j'étais à Aulnay-sous-Bois. Alors, en termes statistiques et sociétal, certains diront que c'était prévisible, mais au niveau individuel dans ton référentiel, c'est une rupture de la normalité. Par contre, à un niveau territorial, c'est une statistique de plus. Non, d'accord. On va parler des niveaux, en fait, des référentiels, c'est important. D'accord. Et donc, on a défini ce que c'était normal, donc c'est prévisible, logique, compréhensible. Et on va définir rupture, c'est le fait pour un état ou une action d'être interrompu brusquement. Donc il y a une cassure, tu vois. Donc c'est qu'on ressent la cassure. Toi, dans ta vie, quand tu te fais agresser par 8 chances pour la France parce que t'es passé en mode piéton à Aulnay-sous-Bois, c'est une rupture dans ta vie, il y a une cassure par rapport à ta vie tranquille habituelle. Donc en fait, la rupture de la normalité, c'est toute chose qui perturbe le déroulement normal de la vie, ou de la société, ou d'une entreprise, ou en fait d'un quelconque système. Ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir une rupture de la normalité dans un processus chimique industriel. D'accord. Voilà, c'est purement un terme technique. Oui, en fait, pour n'importe quelle usine, la question de la rupture de normalité se pose à partir du moment où on manipule des matériaux dangereux, inflammables ou autres, et n'importe quelle étincelle peut entraîner une rupture de la normalité pour le fonctionnement d'une usine, de n'importe quel autre centre industriel. Exactement, mais quelque chose d'encore plus basique, quelqu'un qui fait du e-commerce sur Internet, qui se fait hacker son site, c'est une rupture de la normalité dans son référentiel. D'accord. C'est tout ce qui n'est pas normal par rapport au cheminement prévu. Donc en fait, c'est une anomalie qui peut concerner, comme je t'ai dit, un procédé chimique industriel, mais aussi à titre individuel une perte de revenus, un licenciement économique est une rupture de la normalité à l'échelle individuelle, mais pas à l'échelle nationale. La rupture de la normalité peut être individuelle, comme elle peut être en quelque sorte régionale, on l'a vu avec l'île de Saint-Barth, comme elle peut être nationale ou internationale. Ou à l'échelle locale d'une ville avec des émeutes urbaines, rupture d'approvisionnement d'essence, du commerce. En fait, c'est un concept avec une application large des risques. Voilà. D'accord. C'est une idée, en fait.
Donc, je te parlais de référentiel. Et c'est pour ça que quand on parle de rupture de la normalité, on devrait préciser à chaque fois le référentiel. Donc le référentiel, c'est l'ensemble général dont on étudie les sous-ensembles. Donc en ce qui nous concerne, nous, pour le survivalisme, en tout cas par rapport à ma vision du survivalisme, que je n'impose pas, je n'ai fait que tendre la main, et ceux qui prennent la main, tant mieux, les autres pourront passer leur chemin, on peut rester bons amis, et ben c'est nous. Moi, je veux m'ancrer dans le quotidien. Mon référentiel, c'est moi, ma vie, et en tout cas pour moi, selon moi, par rapport à la vision des choses que j'ai, c'est par là qu'il faut commencer dans tous les cas, c'est-à-dire à l'échelle du quotidien, de la famille, et plus largement, si possible, du clan. Voilà. Donc, si on résume la rupture de la normalité, dans le référentiel du citoyen, et là j'ai précisé référentiel, c'est une anomalie qui empêche le bon déroulement habituel des activités quotidiennes. Quand tu te fais agresser, ce n'est pas le déroulement habituel de tes activités quotidiennes, en tout cas je l'espère. C'est la définition, oui, aussi. C'est la définition que je retiens, qui est en fait la définition pure de la rupture de la normalité. Voilà. Alors, tu sais que en termes, tu as parfaitement bien défini ce que pouvait être la rupture de la normalité, même j'ai envie de dire de manière universitaire, en quelque sorte. On voit un petit peu. Mais ça vient de là. Ça vient de là. Voilà. On voit ton parcours qui ressort. Mais tu sais que pour beaucoup de gens, on met généralement des situations très, on va dire très claires sur rupture de la normalité. Alors pour certains, c'est l'effondrement économique total. Pour d'autres, c'est la guerre civile en fait, disons-le. Oui. Et alors dans un livre récent, Vol West estimait que l'effondrement économique total absolu était moins probable que la ruine personnelle et le chômage de masse tel qu'on l'a vécu en Argentine, comme tu l'as dit, tel qu'on le vit actuellement en Grèce et dans d'autres pays. Piero San Giorgio a répondu à ça sur la chaîne de Kevin Ier, où il était interviewé justement sur cette question. Toi, qu'est-ce que tu en penses? S'il y a rupture de la normalité et qu'elle prend une forme économique, c'est le principal scénario généralement qui est cité par les survivalistes. La perspective d'un effondrement économique total, c'est-à-dire retour à une économie de troc en quelque sorte, te semble possible, ou est-ce que c'est tout simplement la faillite des épargnes personnelles et l'augmentation du taux de chômage jusqu'à un point 50, 60, 70%? D'accord. Alors je vais essayer de répondre à la question de manière organisée. Comme je viens de le dire au niveau de la rupture de la normalité, moi, je suis partisan de commencer et de se concentrer dans un premier temps, et ce premier temps peut durer très longtemps, au niveau individuel, le foyer familial et la famille élargie, plus ce qu'on appelle le clan, si vous avez la chance de partager avec d'autres êtres humains des relations parfois plus fortes que certaines relations familiales, ça arrive. Des fois, les liens sont plus forts que le lien du sang, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que il y a toujours un ratio à avoir dans la tête. Quand on parle de fin du monde, de zombies, mais quand on va à l'autre extrême du panel des risques qui est tu t'es fait licencier quoi, tout simplement, chômage, etc., où tu dois faire face à une dépense imminente et non anticipée, financière. Il faut se rappeler du ratio gravité du risque sur la probabilité d'occurrence. Donc gravité du risque, ça parle de soi-même, donc quel sera l'impact concret du risque dans le référentiel où arrive la rupture de la normalité, par rapport au fait que les chances que ça arrive, quoi, c'est ça la probabilité d'occurrence. Et donc, pour savoir si on va commencer, selon moi, à se préparer à la guerre civile, la guerre nucléaire, l'attaque des extraterrestres ou le chômage ou la ruine perso, je vais prendre chacun des scénarios et je vais estimer impact de ce phénomène sur ma vie et probabilité qu'il arrive. Ensuite, je vais pouvoir hiérarchiser ces risques. Donc, le plus grave et le plus probable, tout en haut, c'est la priorité en fait. Donc, est-ce que l'invasion d'extraterrestres va finir en haut par rapport à mon chômage technique? La réponse est claire, c'est non. C'est non pour tout le monde. Il n'y a pas d'autre réponse. Tu comprends? Oui, je vois. Et donc, pour moi, le fait de se préparer d'abord sur soi-même et sur sa famille sera jamais du temps de perdu, si tu veux, parce que même si on fait face à de l'Argentine dans le sens effondrement économique. Oui, il y avait des émeutes, mais c'était localisé. Oui, il y avait quelques zones de non-droit, mais il y en a déjà des zones de non-droit aujourd'hui. Ce sera juste un peu plus la fête dans certains endroits. Ça veut pas dire que tu peux pas trouver un coin ou que tu vis dans un coin qu'il y aura quelque chose, je veux dire. Donc, tout dépend encore une fois d'un référentiel dans lequel on se place et ne pas oublier le ratio gravité des risques sur probabilité d'occurrence. Parce que bon, souvent quand on parle de risque nucléaire en France existe, attention, je dis pas le contraire, mais il faut bien le hiérarchiser par rapport
au panel entier de risques auxquels le citoyen prévoyant, dans son référentiel, peut être confronté. Donc selon moi, je suis plus j'ai même envie de dire, je me permets de t'interrompre, que cette équation qui est très intéressante peut changer d'un pays à l'autre. Parce que par exemple, tu dis effectivement le danger nucléaire est peut-être moins important en France, c'est ce qui est vrai, même s'il y a un danger. Mais par exemple au Japon, si la même personne fait la même fraction, on va dire, la même opération mathématique, il pourrait se poser plus de questions eu égard aux centrales nucléaires qui existent au Japon et qui ne sont pas protégées contre les tsunamis et les tremblements de terre. Donc ça pourrait être par exemple pour un Japonais tout en haut de sa hiérarchie des risques, alors que pour un Français, évidemment, c'est pas la même chose. C'est exact. C'est pourquoi je mets en avant l'aspect référentiel des choses, puisque tout dépend de qui on est, où on est sur cette terre et qu'est-ce qu'on y fait. Donc il n'y a pas de réponse universelle. C'est pourquoi les gens attendent des solutions pré-mâchées, des packages pré-achetés, des solutions aussi matérielles comme mentales de stratégie pré-packagées, mais ça n'existe pas. Si vous ne faites pas l'analyse de votre vie, que vous ne comprenez pas les indicateurs à regarder comme celui que je viens de vous indiquer, qui est gravité du risque sur probabilité d'occurrence, plus prendre du recul sur où vous êtes sur Terre, qui vous êtes et ce que vous savez faire, et d'étudier tous les flux dans votre vie, financiers, alimentaires, énergétiques et matériels, etc., vous n'arriverez pas à mettre quelque chose de convenable et vous allez perdre beaucoup de temps et d'argent. Donc, pour moi, je suis plus de l'école de la ruine personnelle et du chômage, parce que l'effondrement économique, c'est quoi à part un licenciement généralisé où en fait on pourrait te licencier individuellement. C'est juste que pendant une crise économique type Argentine, c'est juste qu'il y aura beaucoup de masse de population d'un coup qui vont plus perdre leur travail, et donc il y aura en plus de la ruine personnelle et du chômage des émeutes dans les grandes villes très certainement et des révoltes. Très bien. Alors juste une question. Toi, tout en haut de ton référentiel, tout en haut de de ta pyramide des dangers, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu imagines comme étant le danger le plus important sur celui qui a le plus de chances d'arriver? Celui qui aurait le plus d'impact sur ma vie et qui a le plus de chances d'intervenir, je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est la perte du revenu. Parce que sans argent aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, nous sommes nés dans un système où on doit faire de l'argent. C'est mal, je suis d'accord avec vous, mais moi, je m'adapte. C'est d'ailleurs un des traits principaux de la survie, qu'elle soit en mode Bear Grylls dans la jungle ou économique. Et l'économie aujourd'hui est reliée à la vie en fait. Donc, je pense que pour tout le monde, en tout cas dans les 3 premiers facteurs, sauf si vraiment tu habites dans une zone pourrie, c'est l'aspect maintien des sources de revenus. Et qui plus est, si possible, en tout temps, y compris dans les périodes économiques moins favorables. Et ça, c'est très fort d'arriver à faire ça. D'arriver à maintenir un revenu stable, voire de l'augmenter, quelles que soient les conditions économiques, qui sont actuellement dures, on va dire, pour nous. D'accord. Très bien. Je te remercie pour ta réponse. Alors, on va passer à une autre catégorie de questions. On va rentrer plus sur des questions qui dépassent le survivalisme, même si elles sont liées. Moi, je suis assez en faveur actuellement de la légalisation du port d'armes, mais actuellement aux États-Unis, je ne sais pas si tu dois le savoir, il y a toute une masse de manifestations. Il y en a vu une hier à San Diego, une autre à New York, etc., d'étudiants des universités qui sont pour l'interdiction des armes, et ces mêmes étudiants semblent avoir une certaine influence sur les étudiants des universités françaises qui bloquent les universités de Montpellier, de Marseille, d'Aix-en-Provence, d'Amiens, etc. ces derniers temps, qui craignent en quelque sorte qu'on s'achemine vers une légalisation des armes. En tout cas, c'est du moins ce que j'ai compris dans une vidéo qui a été postée sur Internet récemment sur le sujet. Est-ce que toi, tu es pour ou contre la légalisation du port d'armes, on va dire, citoyen? Et qu'est-ce que ce port d'armes, s'il était autorisé, pourrait apporter aux Français selon toi? Aux citoyens lambda, en tout cas. D'accord. C'est une question épineuse et je pense que ma réponse va en surprendre plus d'un par rapport, on va dire, à l'état d'esprit moyen sur ce sujet dans le milieu du survivalisme. Pour répondre à la première partie, c'est-à-dire l'import d'état d'esprit, de façon de penser des États-Unis, des facs des États-Unis en France, selon moi, ça s'explique simplement parce que la partie de ces étudiants-là, parce qu'on va pas englober tous les étudiants, on a été étudiants aussi, on sait très bien comment ça se passe, mais la partie active, la partie émergée de l'iceberg des étudiants qu'on voit,
ont un profil sociologique marxiste-socialiste qui partagent, et on sait très bien que les milieux, tu es bien placé pour le savoir, mais de l'enseignement, que ça soit devant, en face ou dos au tableau, il y a une idéologie dominante, et c'est utilisé dans certaines idéologies pour promouvoir cette idéologie, comme toute idéologie utilisera les armes qui sont à sa disposition. Mmh. Pour moi, c'est pour cela que on a des transferts de débats et aussi d'autres problématiques sociétales qui s'importent, reliées à des teintures de cheveux globalement. Mais ça, ce sont les aspects physiques des choses, mais il y a l'idéologie qui va avec. Donc, pour reprendre sur les armes, moi je suis moyennement pour le port d'armes citoyen généralisé en France, et je dis en France. Alors là, je sens déjà que tu vas te faire une avalanche de commentaires. Alors là, en plus, tu parlais de Code Reno tout à l'heure, mais lui, il a clairement dit qu'il était pour, quoi. Donc, Et ben justement, je vais étayer mes propos. Alors, bien sûr, je dois faire un disclaimer avant de commencer, sinon on va se faire bombarder de commentaires. Détendez-vous, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Donc, déjà, il faut savoir ce qu'on entend par port d'armes citoyen. Pour moi, le port d'armes citoyen, c'est chaque citoyen, chaque détenteur du bout de papier qui dit que le gouvernement français, enfin que tu appartiens au gouvernement français, eh bien tu peux porter une arme à partir de 18 ans, de la majorité. C'est ça que ça veut dire le port d'armes citoyen généralisé. Globalement, oui, c'est grosso modo ce qu'il y a aux États-Unis actuellement, quoi. Pas dans tous les États, mais pas dans tous les États. Oui. J'ai l'impression que quand les gens, par exemple, quand Code Reno dit je veux le port d'armes citoyen généralisé, c'est que c'est pour tu es citoyen français, tu as un casier judiciaire vierge, tu suis une petite formation et après tu peux porter ton arme. Alors le problème dans ça, c'est ce que je viens de dire, c'est la petite formation entre guillemets, parce que ça peut être fait ou bien fait. Et on sait très bien que même les flics aujourd'hui ont des formations en tir désastreuses. Je le dis haut et fort, je tire mieux que la plupart des flics et c'est pas compliqué. Vous le savez tous. Oui, mais je confirme tout à fait ce que tu dis puisque j'ai fait une formation militaire et c'est uniquement après ma formation militaire que j'ai vraiment appris à bien tirer. Exactement. Et c'est un fait et ce n'est pas pédant de dire ça. La plupart des policiers le savent et les policiers qui ont une approche déontologique sérieuse complètent leur formation par du tir dans la sphère privée et ils ont tout à fait raison. C'est le problème du coût des munitions. Enfin, en tout cas, c'est le problème de l'État qui ne veut pas financer nécessairement des munitions nouvelles ou des armes nouvelles. Je pense qu'au fond, l'État a peur que trop de gens soient formés à la manipulation des armes, y compris leurs propres policiers. Mais bon, on en reparlera peut-être après. Dans ce cas-là, c'est plutôt un argument pour la légalisation du port d'armes, parce que ce serait bien que l'État ait un petit peu peur de ses citoyens. Mais enfin bon, ça c'est mon avis. Donc, globalement, j'ai compris que pour un port d'armes, la plupart des gens pensent à faire une sorte de permis de port d'armes comme un permis de conduire. Mais quand on voit la gueule de la formation pour les gens pour qui c'est le métier des armes et qui sont même pas formés, qu'est-ce que ça sera pour le civil? C'est comme la différence entre un pompier professionnel et un pompier volontaire. C'est un peu ça ce qu'on veut faire. On veut faire une sorte de policier volontaire en civil sur l'image du modèle de pompier volontaire qui fait ça de temps en temps. Et donc fatalement, s'il fait ça de temps en temps, il a toujours moins d'expérience cumulée, etc. Même s'il a les mêmes formations. Parce qu'il a une vie à côté, que le mec qui fait ça à plein temps. Et je le répète, les mecs qui font ça à plein temps, la plupart ne savent pas utiliser leur arme dans des conditions de stress pour le cadre d'action que c'est leur métier. Donc là, faut bien poser les bases. Et donc, ça veut dire que probablement cette formation sera pourrie, et en plus de ça, ou en tout cas insuffisante. Donc moi, je veux pas me retrouver, si vous vous posez dans un café d'une grande ville aujourd'hui, vous enlevez toute la merde que vous avez dans le cerveau au niveau des filtres et, on va dire, des préjugés, parce qu'on a tous des préjugés, moi le premier, et vous essayez de regarder le monde tel qu'il est. Et vous regardez les gens passer. Faites ça à Paris, ça sera encore plus fatidique. Et vous vous dites, imagine, ce gogol-là, il a une arme sur lui légale. Alors, honnêtement, si je m'attable à Paris, par exemple, devant notre run de Paris, la plupart des mecs que je verrai passer, effectivement, je les verrai jamais porter une arme, mais surtout parce que c'est des gros bobos de gauche qui seraient incapables de tenir une arme. C'est plus ça qui m'amuse, ça m'amuserait plus que ça me ferait peur en fait. J'ai l'impression quoi. Alors ça, c'est un aspect des choses, et je rebondis justement sur ce que tu dis. Dans ce cas, qui ira prendre des armes? Et là, je laisse la question en suspens.
Alors là, par contre, je vais te ressortir un argument de Code Reno, puisqu'il avait fait toute une émission dessus, Oui. où il y avait un mec qui avait eu le même truc, qui avait dit mais qui va aller acheter des armes? Et le truc c'est que les mecs dangereux, les mecs qui sont vraiment un danger, ils ont déjà la possibilité d'avoir une arme dans le cercle de l'illégalité. Je veux dire, moi il y a des élèves à moi qui m'ont proposé il y a quelques années, quand j'étais dans la région parisienne, qui m'ont proposé de racheter des armes quand je leur avais dit que je faisais du tir en compétition. Donc voilà, ils me proposaient des armes. Donc c'est assez facile d'en avoir quand même. Tu vas dans une cité à Aulnay ou à Clichy, tu peux en avoir facilement. Je connais cet argument. Il faut savoir que bien que la France soit très anti-armes dans l'esprit, nous sommes le 2e pays au monde où il y a le plus d'armes de par notre histoire. Les États-Unis en premier, mais là aux États-Unis t'as les armes ultra modernes. Nous sommes le 2e pays au monde où nous avons le plus d'armes, et de la part d'un officier de police judiciaire où j'ai eu des liens universitaires avec lui, qui se concentrait sur cette problématique au niveau de son doctorat. On ne sait même pas vraiment combien il y a vraiment d'armes en France, tellement il y en a, à cause des 2 guerres mondiales. La différence entre les États-Unis et chez nous, c'est que chez nous, on a des vieilles armes, des armes première, 2e guerre mondiale, tellement il y en a. Et la différence avec les États-Unis, c'est que ils ont des armes, et en plus c'est des armes modernes, on va dire, parce qu'ils ont un accès plus facile. Donc on a énormément d'armes en France, et donc le trafic qui va avec, et donc le marché noir qui existe, il faut le dire, tout le monde le sait, ne soyons pas dupes. Mais tu aurais acheté cette arme, tu sais que c'est illégal, tu ne vas pas la transporter dans ton pantalon, tu vas la garder pour des situations très problématiques chez toi, et tu vas la cacher comme la plupart des gens qui possèdent des armes illégales, dont je ne fais pas partie bien sûr, à la maison. Hein, moi non plus, je précise, moi non plus, au cas où YouTube nous écoute, je n'ai que des armes légales chez moi. Et les armes, c'est mal, sachez-le. Ensuite, donc tu ne vas pas, parce que le port d'armes, on parle d'armes en holster, pour la plupart du temps dissimulées dans le pantalon. C'est complètement différent. Tu vas pas aller dans la rue avec ton gun sur le pantalon quand tu sais que c'est illégal pour la plupart des gens. Et même les trafiquants de drogue cachent les armes illégales dans des caves, et ils peuvent la saisir rapidement à côté du point de drogue, mais ils ne l'ont pas sur eux. Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait, mais moi j'ajouterais un point à ça, c'est que tu peux avoir des armes par destination aussi. Exactement. C'est-à-dire si tu as une barre de fer avec toi et que vous êtes 8 à tabasser un mec, les 8 qui ont une barre de fer, techniquement ils ont pas d'arme illégale sur eux, mais ils ont une arme par destination. Alors si le mec qui est en train de se faire tabasser d'un coup, il avait sorti son flingue, imaginons un 9 mm par exemple, il aurait pu au moins tenir en respect les mecs en face. Je suis pas en train de te dire qu'il aurait fait un massacre, qu'il aurait tué les 8 mecs, ou même que je souhaite qu'il aurait tué les 8 mecs, c'est pas ça, mais simplement, effectivement, eux ils sont dans l'illégalité, donc ils ont acheté des armes dans l'illégalité qui de toute façon sont toujours moins chères dans l'illégalité que dans la légalité. Non, parce que au contraire, c'est plus cher dans l'illégalité que dans la légalité. Je suis pas sûr, parce que très honnêtement, aujourd'hui par exemple, il est possible d'avoir une arme de catégorie B, mais l'arme de catégorie B va te coûter plusieurs milliers d'euros, alors que la même arme de catégorie B dans l'illégalité, elle va pas te coûter plusieurs milliers d'euros. Il y a des possibilités d'avoir même une Kalachnikov au quartier de la Castellane à Marseille, par exemple, pour pas le citer, à 400 ou 500 euros. Ça dépend pour des pays. Équivalent dans la légalité. Ça dépend des pays de la provenance des armes, naturellement. Ça, c'est comme quand tu vas en vacances quelque part que tu as plus de pouvoir d'achat. Oui. Les Kalachnikov à 500 euros des Balkans, c'est fini, faut le savoir. C'est terminé, c'est au moins 2000 maintenant. Alors, franchement, moi, ce que j'ai vu en allant à la Castellane à Marseille, ouais. alors, peut-être que c'était pas 500 euros, mais ça devait pas être 2000 quand même, tu vois. Et très honnêtement, si tu devais acheter l'équivalent en légal, ce serait à mon avis plus cher, rien qu'avec des formations que tu devrais faire, tout le bordel que tu auras. Je crois qu'il faut avoir un coffre-fort chez soi, etc. Mais d'autant plus que l'arme de catégorie B, tu ne la possèdes pas, tu la loues techniquement à l'État. Ça fait la grosse différence. C'est pour ça que je dis que ce serait encore plus cher en fait. Je pense vraiment que l'illégalité en termes d'armes, il y a un tel stock d'armes. Tu disais la France c'est le 2e pays au monde où il y a le plus d'armes. Il y a un tel stock d'armes dans notre pays et puis c'est tellement facile de les faire rentrer. On se souvient il y a quelques années, Nicolas Dupont-Aignan avait mis dans le coffre de sa voiture une Kalash qu'il avait acheté, je sais plus en Roumanie ou un truc comme ça, et il l'avait ramené et je crois pas que ça lui avait coûté très cher d'ailleurs. Et donc après, comme tout marché, c'est aussi l'occasion qui fait le larron. Mais oui, voilà. Les fameux AK à 300 euros, il y a eu un Eldorado il y a quelques années, mais ils ont même les Roumains ont compris qu'il fallait augmenter les prix parce qu'il y a aussi il y a une raréfaction de leur stock aussi au bout d'un moment quoi. Mais oui, elles sont en France, attention, je dis pas le contraire. Hein, mais pour revenir à ta situation de je suis tout seul, il y en a 8 et l'arme à feu me permet de faire l'égaliseur de force. C'est vrai.
Mais attends, remettons dans n'importe qui a une formation de tir tactique, qui connaît les dynamiques réelles du combat et non pas ce que Hollywood vous a mis dans la tête. À 8, tu vas en tuer 3 et les autres vont te finir. Je vous le dis. Donc en fait, dans tous les cas, tu signes ta propre mort. Donc autant te mettre en position fétale. Hein. Je veux dire. Sur ce point, tu as raison. C'est impossible. Si tu as 8 mecs déterminés en face de toi, c'est impossible que tu arrives à les abattre les 8. Effectivement, déjà 3, ce serait énorme. Enfin, exactement. Ce serait énorme. Ce serait déjà incroyable. Ce serait déjà une bonne performance. Je sais pas. Depuis tout à l'heure, je cherchais le mot que j'allais pouvoir sortir, mais voilà. Je t'en laisse la paternité. Et oui, donc effectivement. Bon, voilà, c'était un exemple un peu poussé que j'avais donné, mais peut-être que pour un homme qui accepte le fait de prendre des risques, un homme qui est formé, on va dire vraiment bien, il préférerait au moins se dire qu'il peut tenter sa chance avec cette arme. Je comprends. Plutôt que de se dire qu'il doit se mettre en position fétale. Moi, par exemple, je fais de la compétition de tir. Je dis pas que je suis incroyable, hein, mais je pense que j'ai une formation qui est supérieure à 95% de celle des gens de ce pays, oui. À peu près, sur des armes basiques, hein, 22 long rifle ou choses comme ça. Mais je pense que je préférerais tenter ma chance avec une arme que me dire que quoi qu'il arrive, je vais me faire tabasser, quoi. Au moins me dire que j'ai un espoir. Pour reprendre la situation un peu tirée par les cheveux, mais au moins ça permet de pousser dans les retranchements les raisonnements des uns et des autres. T'as 8 mecs contre toi, t'as une arme à feu, ok, même si t'es formé. Quand tu tires, tu es statique ou dynamique? Tu restes sur place, tu es statique, donc déjà tu peux oublier. En stress, c'est complètement différent. Est-ce que tu as déjà essayé de tirer en marchant? Est-ce que tu sais tirer en marchant, talon de pointe, les cadences, etc.? Non. Et ben voilà, je ne sais pas. Je suis désolé de te l'annoncer, mais tu n'es pas prêt pour le combat. Et de toute façon, on n'est jamais vraiment prêt. Mais c'est surtout que tu sais que entre quelqu'un qui possède un couteau et quelqu'un qui possède une arme à feu dans un holster, on part en position où la personne a son couteau caché derrière sa jambe, donc dégainé ou prêt à dégainer, et un agent de police, par exemple, ou un citoyen armé dans un pays imaginaire de poney où le port d'armes existe, a son holster en concealed carry, donc dans la ceinture, et est prêt à dégainer. Eh ben, les études montrent que si les assaillants sont à moins de 7 mètres, c'est le couteau qui gagne 9 fois sur 10. Parce que j'ignorais ça. Il est plus pratique de sauter et mettre un coup de couteau que de dégainer, sortir, viser, parce que le mec va te foncer dessus, ça change tout. Ceux qui font du ball trap le savent. Les cibles mobiles sont très difficiles. Pour se défendre, vaut mieux être un bon mec qui fait du ball trap qu'un mec qui tire sur statique. J'avoue que là, cet argument, enfin ces derniers arguments m'ébranlent un petit peu parce que effectivement, c'est vrai parce que la plupart des gens, enfin moi j'ai toujours perçu que j'étais un bon tireur, enfin à partir du moment où j'ai quitté l'armée, j'ai toujours perçu que j'étais un bon tireur, mais j'avais pas fait gaffe à tous ces éléments en plus en fait. Et en fait, je vais faire un petit peu de provoque. Si Code Reno m'écoute, je te démonte tous tes arguments. Non, je rigole. Putain, moi, je tente pas le coup avec Code Reno. Il a vraiment l'air trop serein avec toutes ses armes. Donc, non, mais je Code Reno, mais... si tu nous écoutes, moi, je suis avec toi. Mais j'ai pas réussi à être aussi bon qu'Alex. Donc, voilà. Ah, mais en fait, comme tu pourras le remarquer, on ne montre plus d'armes, mais en fait, c'est une très grande partie de notre vie. Et notamment tir tactique et même tir en petites unités. Tout ce que montre Code Reno, je vois exactement de quoi il parle, voire plus, qu'on n'a pas le droit de montrer en ligne. Alors je dis pas que je suis force spéciale et tout, mais j'ai fait, je sais de quoi, voilà, je vois exactement de quoi on parle, et c'est pourquoi j'arrive à me projeter certainement d'une manière plus réaliste que la plupart des gens. Et je me dis, même moi je suis pro-arme, attention, hein, j'ai pas dit le contraire, hein, mais je me dis, est-ce que je préfère que laisser de côté, et on va voir dans quel cas je veux pouvoir utiliser une arme après, je suis prêt à ne pas prendre d'armes dans la rue, en échange que l'autre gogol en face n'en est pas aussi, parce que je pense que je me démerderais mieux comme ça que l'inverse. Alors après, oui, il y a les brigands ont toujours les armes, etc. Oui, mais le fait que ça soit illégal, quand même, t'as toujours une barrière, même pour les brigands. Ils ont des business à faire tourner comme tout le monde, que ça soit des braqueurs, des trafiquants de drogue, ils ont des business à faire tourner, ils ne veulent pas de rupture de la normalité à leur niveau aussi. Donc, ils vont faire une sorte de gestion des risques. Donc, ça limite quand même le phénomène, dans une certaine mesure, on va dire. Écoute, c'était bien trouvé, effectivement. Surtout, j'avoue que j'étais sûr de moi jusqu'à tes derniers arguments, et parce que les premiers arguments que tu as utilisés sur le fait de donner à n'importe qui, n'importe quel bobo ou n'importe quel mec un peu givré, moi je les avais déjà entendus, j'étais prêt à y faire face, mais le dernier point, c'est vrai sur le fait que la méconnaissance qu'on a des armes, même pour quelqu'un qui les manipule assez régulièrement. Mais en vrai, tu mets un instructeur de tir qui a vraiment fait 10 ans de régiment qui va au combat, c'est-à-dire pas cuisinier, qui a vraiment connu la guerre. Il est instructeur.
Mais lui, tu lui mets devant des flics d'aujourd'hui, des gendarmes ou des militaires de base aujourd'hui. S'il a le pouvoir de leur retirer les armes, moi, je leur enlèverais à la moitié des gens, certainement. Tu vois, par rapport, tu sais pas t'en servir, ne l'apprends pas. Garde ton tonfa, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus dissuasif qu'autre chose, c'est pour ça. Et pour en venir à qu'est-ce que j'aimerais, parce que là j'ai essayé de démonter, présenter moi ma vision des choses et que je suis pas pour que on facilite l'accès à tout le monde qui a une carte d'identité française, et Dieu sait qu'on la donne à n'importe qui, d'accéder aux armes si t'as pas d'histoire. Même avec une formation, parce que quand on voit qu'on n'arrive même pas à former des policiers ou des gendarmes, dont c'est le métier, me dis pas qu'on va former le citoyen correctement au jour d'aujourd'hui. Tu sais, un argument qu'on pourrait développer contre ce que tu viens de dire à l'instant, c'est dire on ne forme pas les policiers, les militaires ou les gendarmes parce que ça coûte cher à l'État, mais un individu lambda, un citoyen lambda, si c'est lui qui paye dans une formation privée, oui, il peut avoir une formation beaucoup plus importante. Tu as interviewé sur ta chaîne quelqu'un, je me suis abonné à sa chaîne, c'est les Hussards, oui, ou le Hussard, je sais plus quoi, et j'ai vu qu'il proposait des formations en Pologne, me semble-t-il, puisque je crois que c'est là où il habite, oui. Justement autour de du maniement des armes, et justement d'ailleurs de manière non statique, sous stress, etc., etc. C'est la vraie manipulation des armes en action sous stress, quoi. La vraie manipulation des armes. Mais donc du coup, en fait, à partir du moment où on sort de l'aspect État, donc c'est-à-dire l'État qui doit dépenser de l'argent pour former des gens, et où on rentre dans l'aspect le citoyen qui dépense son propre argent pour se former, on peut peut-être estimer que ce sera finalement plus facile de former des citoyens éclairés en quelque sorte que des soldats et des policiers, puisqu'on leur fait pas assez pratiquer le tir. Alors là, pour bien connaître le milieu du tir de combat et du tir tactique, je t'arrête tout de suite. C'est comme dans la self-défense, il y a de tout dans les instructeurs, du très mauvais et du très très bon. Donc, s'ils arrivent pas d'une manière étatique à avoir des bons mecs, qu'est-ce que tu vas privatiser ça, quoi? Parce que même les mecs pour qui c'est le métier des armes, on parlait des contracteurs, donc tout ce qui est mercenariat privé et légal dans certaines zones du monde, y compris maritimes. T'as la qualité du contracteur, elle va d'un malgache qui a découvert ce que c'était une Kalachnikov la veille, à un ancien force spéciale qui lui c'est un tueur, quoi. Et il sait ce qu'il fait. C'est hyper aléatoire. C'est un marché en ce moment, ce marché-là, depuis Blackwater, tout ça, donc les théâtres d'Irak, mais c'est un marché, le mercenariat, mais c'est une poule aux œufs d'or économique, mais ça a amené tout et n'importe quoi là-dedans, quoi. Et t'as de tout, et t'as surtout du très mauvais la plupart du temps, faut le dire. C'est vrai, on se souvient, je crois, d'Emperi, qui avait eu la sécurité des Jeux Olympiques de Londres, oui. Ou à moins que ce soit... je sais plus qui c'était qui l'avait lu, et ça avait été une catastrophe. Donc t'as de tout, t'as de l'excellent, il y en a vraiment, c'est des excellents, ils sont souvent issus des forces spéciales et c'est leur métier de toute leur vie, donc ils réintègrent leur savoir dans des structures. C'est le cas chez les Hussards d'ailleurs. Y a pas que, mais t'as des mecs où ils ont vu le business, ils sont juste agents de sécurité, et dans certains pays t'as le droit à une arme, et ils vont te former des mecs en disant ça y est mec, t'es prêt à aller en Irak, monte dans le Hummer là, on y va. Wouh, tu vas être payé $8,000 par mois, c'est génial, tu peux crever mais t'inquiète, ça se passe bien. C'est vrai, et surtout on sait toi et moi que les $8,000 ils vont être en partie réinvestis dans une assurance que l'entreprise fournit assez rarement à ces gens en fait. Oui, et les $8,000 c'est terminé, hein. Le marché s'est ouvert, ça embauche du malgache entre guillemets et il y a du low cost comme partout. C'est pas pour dénigrer les malgaches, mais c'est pour dire qu'il y a une sorte de j'ai compris. sous-traitance où on cherche le coût. Donc on va chercher des opérateurs qui coûtent rien avec le truc qui coûte rien pour faire de la money. Alors ça dépend de la mission, hein. Si c'est pour faire plancton, ça suffit. Mais si c'est pour faire de la vraie escorte sur des vrais terrains militaires où en fait tu fais le boulot d'un militaire mais à titre civil, là faut être rodé, quoi. Je veux dire, faut connaître son métier parce que c'est pas la formation d'introduction qui va te l'apprendre. C'est clair, il faut soit venir de l'armée américaine et être une force spéciale, soit être un spetsnaz russe, soit éventuellement un commando de marine français, quoi. Alors, je vais aussi te couper ton rêve aussi, mais spetsnaz ça veut tout et rien dire. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Non, me coupe pas mon rêve sur les spetsnaz, s'il te plaît, parce que je fais partie des amoureux de la Russie, donc ça me ferait trop mal. Moi aussi, mais souvent on n'a pas conscience des différences. Enfin, spetsnaz en fait, c'est pas forcément, c'est pas assez précis. Mais bon, c'est pas grave. Mais oui, quand on dit spetsnaz, on veut dire opérateur surqualifié dans le métier du combat russe. Très bien. Alors, j'avais une question annexe à celle-là, mais attends, parce que là, si je réponds pas à moi, qu'est-ce que je voudrais pour les armes, on va se faire tuer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et donc, dans la rue, pour moi, je pense que c'est une mauvaise idée par rapport à des faits, des constats que je vous ai exposés précédemment. Par contre, je le rappelle, je suis pro-armes.
Et là, moi, ce que je pense, ou en plus c'est une solution plus réaliste par rapport à ce qui pourrait arriver, c'est la sacralisation du domicile et remettre le droit naturel à la défense dans son domicile en cas d'intrusion, de jour comme de nuit, puisqu'aujourd'hui c'est surtout de nuit, où là je pense que une des exceptions où on peut utiliser son arme sans forcément être emmerdé, c'est dans la défense du domicile et de se sacraliser, un peu comme dans certains États des États-Unis, c'est que à partir du moment où tu rentres chez moi que je dis non, je te tire dessus, c'est ton problème. Alors ça, par rapport à l'idéologie égalitaire humaniste de la France, on en est très loin, mais déjà on aurait ça réglerait 95% des problèmes, parce que ça permettrait d'avoir quand même l'accès aux armes à la maison, un peu comme en Suisse où, de toute façon, le fusil d'assaut, tu l'as, donc si c'est la guerre civile un jour, t'auras juste à sortir. Et au moins, chez toi, c'est sacralisation du domicile. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus adapté à la réalité. Alors, juste pour terminer avec ça, si tu devais conseiller une arme, du coup, pour la défense du domicile, ce serait? Naturellement, du 9 mm une arme de poing, donc plus difficile d'accès, il faut un B. Il y a certaines exceptions en armes de collection. Bon, j'éviterai de citer les références parce que sinon ça va embellir un petit marché et les prix vont enfler. Oui, comme les Mosin Nagant par exemple, je suppose. Non, un Mosin Nagant, y a pas de souci. Mais idéalement parlant, vaut une arme de poing pour l'intérieur. Une arme de poing avec une bonne lampe. Alors la lampe, c'est pas le tout de l'avoir, faut savoir s'en servir parce que ça peut être ton meilleur allié comme ton pire ennemi, parce que tu peux dire ou tuer si tu l'allumes au mauvais moment, et donc le mec va tirer dans la lampe. Bref, tout ça, c'est comme tout à l'heure, c'est encore plus des armes à feu. Chaque matériel qui s'inscrit dans la vie, mais surtout dans le contexte d'une préparation à la rupture de la normalité, comme on dit du survivalisme, vient avec un savoir-faire, et surtout sur les armes. Si vous tirez statique en FFT, que vous avez des armes et que vous croyez être un Rambo, je vous le dis, d'expérience, vous avez perdu. Et même moi, je considère ne pas gérer les armes. Alors je sais que j'en sais la plupart que les gens, parce que je pense qu'il faut toujours être dans la position d'étudiant. Et le mec, entre guillemets, le super warrior force spéciale, sa force, c'est que justement, il sait qu'il peut mourir, entre guillemets, et qu'il est imparfait. Et que il est pas trop confiant, justement. Et qu'il va justement faire bien à chaque fois. Et il y a une tendance dans le milieu du tir en France où le mec, ça y est, il possède un Glock, alors ça y est, il a les couilles qu'on poussait et il se croit invincible. Oui, il faut pas qu'il oublie que c'est pas mon cas parce que le Glock c'est trop cher, j'en ai pas, mais effectivement. Ouais, mais il y a un peu de ça et j'en profite de ta perche pour recadrer les choses. Par rapport à ce que je pense, faut vraiment être humble, surtout dans ce domaine-là, pragmatique, et surtout d'aller voir les bonnes sources. Et il y en a, il faut les trouver, ça coûte souvent plus cher. Et surtout comprendre la loi. Au jour d'aujourd'hui, votre arme, vous l'utilisez pour vous défendre. Il est très probable que vous finissez, vous, en prison, et dans tous les cas, vous serez jugé. Ça veut dire que même si à la fin, on vous dit légitime défense, merci, tu avais raison, ça veut pas dire que t'as pas passé ces 3 derniers mois en prison en attendant ton procès. Absolument. Bien réfléchir aux conséquences des actes. Et pour cela, c'est d'ailleurs l'objet d'un contenu que j'ai publié récemment, format email, via ma structure. Avant de penser armes et tout, réglez vos débats philosophiques, parce que appuyer sur une détente, c'est comme vous enfoncer une lame dans la chair humaine. On n'est pas tous faits pour ça. Aujourd'hui, on est tous civilisés. Ça demande un conditionnement. On parle toujours de forces spéciales, etc. Dans leur formation, ils ont un conditionnement à tuer sur des cadavres pour apprendre à enfoncer des lames dans la chair, puisque ce n'est pas naturel. Il y a un super livre qui s'appelle Neurocombat, qui démontre que nous avons instinctivement, naturellement, une réticence à s'entretuer. On se bagarre, on se met des coups de poing, mais enfoncer une lame dans de la chair, c'est totalement différent, et ça demande un entraînement spécifique. Et c'est pareil pour appuyer sur une détente. Ouais, tu as tout à fait raison. Moi, je me suis toujours demandé comment on enfonçait une lame dans le corps de quelqu'un, parce que je me suis toujours dit que ma main s'arrêterait avant d'arriver au niveau du corps de l'individu instinctivement. Parce que personne ne m'a jamais expliqué, enfin, ne m'a jamais formé à ça. J'étais pas membre des forces spéciales, ni rien, enfin, des commandos de marine ou autre. Oui. Et je me suis toujours dit, c'est incroyable, j'ai l'impression de savoir que si je tenais un couteau à la main, le couteau s'arrêterait à quelques centimètres du corps de l'autre parce que j'aurais pas le truc de l'enfoncer dans son corps. Donc, j'avoue tout à fait ce que tu dis, quoi. En fait, tu parles de l'aspect technique. C'est-à-dire, où frapper, comment frapper. Oui, ça c'est ce qu'on va t'apprendre dans les trucs de self-défense. Mais on oublie un truc. Avant ça, avant même de savoir où frapper, comment frapper,
avoir le conditionnement mental pour accepter d'ôter une vie et d'enfoncer la lame dans de la chair. Ça s'arrête là. La plupart des gens s'arrêtent là. C'est ce que je te disais. Moi, très honnêtement, je ne croyais pas intellectuellement être prêt à enfoncer une lame dans de la chair, en fait. C'est pas possible. Moi-même aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Je suis honnête avec vous. Je dis pas ça pour dire moi je sais, vous savez pas. Je suis juste conscient de selon moi, des vraies problématiques. C'est pas Hollywood, c'est pas la télé, c'est pas du tout facile. Rien que mettre un mort, un animal aujourd'hui, même si c'est fait proprement, la plupart des gens, et je m'inclus dedans, exprimeront une forte réticence. Absolument. Et petite anecdote, j'avais lu ça dans un livre sur la guerre du Vietnam. À une époque, l'armée a engagé des repris de justice, notamment dans les forces spéciales, et pour les former très vite au combat, la première nuit, ils les enfermaient dans leur baraque et ils les entouraient de cochons qui étaient pendus par les pieds et qui pendant toute la nuit hurlaient. Oui. En fait, ça les rendait fous, tout simplement. Et au petit matin, à 6 heures, quand on ouvrait les baraques, on leur donnait des couteaux pour qu'ils aillent trancher la gorge des cochons, tellement ils étaient devenus fous, tellement ils étaient obsédés. Et les quelques-uns qui n'y arrivaient pas, on les virait. Du coup, ils ont gardé ceux qui, après avoir été pendant 24 heures à avoir eu les hurlements des cochons dans la tête, s'étaient jetés sur le cochon et n'avaient même pas essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils devaient faire, avaient juste essayé de le tuer immédiatement. Eh bien ça s'appelle le conditionnement à tuer, ça permet de faire le tri puisque intrinsèquement nous ne sommes pas tous pour faire ça. Et là je fais allusion à la société de caste qu'on parlera après, où tu as le guerrier, le prêtre et le troisième, le serf. Parce qu'en fait, le laboratoresse, celui qui travaille. Exactement. En fait, ça met en avant des fondamentaux humains et sociétaux dans l'organisation naturelle des choses. C'est quand on est confronté à ça, au final on peut le faire parallèle sur même des organisations entières de société. On n'est pas tous faits pour être des guerriers. C'est comme ça. Très bien, donc ça va faciliter le passage à la question suivante. Je voulais te questionner sur les milices en fait, puisqu'on a fait une grosse émission avec d'autres royalistes il y a pas longtemps qui a assez bien marché, oui. Où on évoquait la possibilité de former des milices à un moment pour que les Français puissent se sécuriser, quoi, parce que beaucoup de Français se sentent pas sécurisés dans leur quotidien. Oui. Et je voulais savoir ce que tu en pensais, toi en tant que survivaliste. Est-ce que la formation de milices, chose qui n'a rien d'extraordinaire, en soi, il y a plein de pays qui forment des milices. Aux États-Unis, c'est le cas aussi, pour prendre cet exemple. Est-ce que ça te semble une solution viable pour la défense? Comme je sais que toi, tu es attaché au principe du clan, je me suis dit peut-être que la milice, c'est le prolongement un petit peu, d'une autre manière, du principe du clan. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Donc au niveau des milices, c'est en effet un phénomène qui nous vient à l'idée, notamment pour ceux qui craignent une guerre civile, guerre territoriale, appelez-le comme vous voulez, mais en gros des zones d'éventuels combats armés sur le territoire. Déjà, pour répondre à ta question, quand tu dis milice, est-ce que c'est une milice armée ou c'est juste un regroupement de personnes? Alors, oui, ce serait plutôt une milice armée, effectivement. D'accord. Ah, pour ça, c'est assez clair. Milice armée, donc ça, c'est une invitation pour un peu clôturer voilà, la question de précédente qui est milice armée égale port d'armes. Alors ce que je voulais préciser pour clôturer, c'est que de toute façon, pour revenir sur le port d'armes citoyen, selon moi, parler du port d'armes en France, en fait, si tu veux, c'est un peu comme parler de la colonisation de Mars. Ça fait rêver, ça maintient l'espoir d'un progrès infini et nécessaire chez le citoyen armé honnête, mais jusqu'à maintenant, que ce soit pour la colonisation de Mars ou le port d'armes citoyen, dans les faits, on voit que de la paperasse et des articles de journalistes. C'est vrai. Donc moi, de toute façon, à partir de là, je m'arrête là. Ça sert à rien de philosopher sur un truc qui, au fond, n'arrivera jamais. Et si vous voulez que ça arrive, je vous conseille un truc qui, là, sera très efficace, c'est l'expatriation dans un pays où c'est autorisé. Voilà. Selon moi, le port d'armes en France ne fonctionnera pas et ce sera jamais mis en place par rapport à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, parce qu'ils ont même peur de leurs propres fonctionnaires de force de l'ordre. C'est pour te dire. Donc ils vont pas donner des armes en meilleur accès aux citoyens. Ça ne peut que s'empirer, au mieux se stabiliser. Et j'ai un pied aussi dans l'armurerie, donc je suis au courant de ce qui se trame et tout. Voilà, je veux pas trop spoiler, mais vous allez voir, il va y avoir des changements. Et à votre avis, ça va être dans le bon sens ou dans le mauvais sens? J'ai une petite idée. Plutôt dans le mauvais sens. Et la question de l'expatriation, donc, c'est est-ce que vous gagnerez sur le tableau général? Oui, vous pourrez avoir à la ceinture votre Glock, vous serez content, mais est-ce que sur tous les restes des aspects de la vie, vous serez content? Ça, c'est la question à se poser. Et pour rebondir sur les milices, donc à partir du moment où c'est milices armées, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme le concept de port d'armes, ça fait rêver. Ça me fait vibrer, moi. Ça me fait vibrer, bien sûr. Mais les milices armées, et surtout armées, mais les milices tout court,
sont et resteront interdites à l'initiative citoyenne en France, puisque la France, comme beaucoup d'autres pays, notamment occidentaux, est un pays d'esclaves, pour citer Cheikh Delavier, avec un fort pouvoir régalien, surtout en ce qui concerne l'utilisation de la violence légitime. Pour moi, la France ne lâchera jamais une once de violence légitime aux citoyens. Jamais il le gardera, c'est comme ça. Et donc, en ce sens, je ne sais pas si c'est pertinent de parler du concept de milice, d'autant plus que ça pourrait être pris comme un appel à s'organiser et à prendre les armes, et ça nous mettrait en prison. Faut le savoir, c'est de la prison. Je vais éviter de faire ça. Évidemment, je n'appelle pas à l'organisation de milices puisque c'est illégal et que on sait que l'État, la justice en tout cas, a une conception de la légalité qui varie selon le personnel qu'elle est chargée de juger. Mais non, je n'appelle évidemment pas à la formation de milices. Mais voilà, c'était en soi, est-ce que l'idée de former des milices à terme pourrait être utile à la défense des citoyens? Effectivement, je n'avais jamais imaginé qu'elles puissent être non armées. Mais pour toi, est-ce qu'il y aurait un intérêt à créer des milices si elles étaient non armées? Alors, je vais répondre à ta question, mais je dois aussi dire que je n'appelle pas à la formation de milices armées. Bien sûr, c'est mal. Les armes, c'est mal. Les milices, c'est mal. Donc, une milice armée, c'est doublement mal. Sachez-le. Et c'est interdit. Et donc, c'est pas parce qu'on vous dit dans l'hymne républicain aux armes citoyens, etc., que en fait c'est vrai. Souvent, quand on vous fait crier quelque chose, c'est qu'en réalité c'est totalement l'inverse. Bref, n'oubliez pas. Et pour une milice non armée, donc en fait, on serait plutôt sur un modèle voisin vigilant. Oui, en quelque sorte, oui. Oui, ça c'est super intéressant parce que ça reste dans le contexte légal, qu'on le veuille ou non. La plupart des ruptures de la normalité et même on le voit dans les îles à Saint-Martin, la police, elle était pas là pendant, 1-2 jours, mais après ils sont rapidement revenus là. Donc en fait, la plupart du temps, bien sûr, puisque c'est une question de statistique, la gestion du risque, et donc le survivalisme et la préparation au survivalisme aussi, vous aurez pas besoin d'entre guillemets de tenir longtemps. Et d'ailleurs, on voit que l'utilité des armes, en fait, par rapport à Saint-Martin, pour prendre le dernier exemple, le but c'était pas de tuer, c'était de montrer en tirant qu'on était armé, pour que les brigands aillent choisir une cible molle, plus facile. En fait, avoir une arme, finalement, pour le citoyen, même quand on voit que c'est le chaos social suite à un tsunami, un effondrement économique ou quoi, les prédateurs, ils ont une stratégie, ils sont pas bêtes. Ils vont aller sur une cible molle, facile, comme tout prédateur. Que ça soit pour du racket ou du pillage de maison. Si y a une maison rouge où on voit qu'il y a un fusil ou qu'on a vu que ça tirait, et qu'à côté, il y a une maison verte où y a personne, c'est des gros bobos parisiens qui veulent aider et donner à manger des vêtements, et à votre avis, le prédateur, il va aller où? Et il faut comprendre les logiques de prédation aussi. Donc, les armes, il faut voir que quand on parle d'armes, on croit qu'on est dans une tranchée ou en mode combat urbain à vider des pièces avec des grenades en mode militaire, mais en mode civil. Mais la plupart du temps, pour le citoyen, c'est juste repousser, dire attention, si tu viens chez moi, ça sera plus difficile que les autres, va ailleurs. D'où le fait de s'organiser en réseau qui peut prendre la forme au quotidien et en mode normal de voisins vigilants ou équivalents. D'ailleurs, je conseille aux gens de faire quelque chose dans le style, mais pas forcément sur la plateforme voisins vigilants, puisque ils sont partout. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus, avec des valeurs, disons plus, qui segmentent plus les gens par rapport au commun des mortels, la doxa actuelle. Faites votre propre plateforme entre guillemets ou votre propre organisation, mais ça oui, ça rejoint l'aspect clanique des choses. Et justement, si tu t'entends bien avec ton voisinage et que t'habitais à Saint-Martin, il y a eu des témoignages en ce sens sur YouTube où ils disaient nous on s'est regroupés à 3 maisons, on avait tous nos fusils de chasse. En effet, ils ont vu les pillards. Ceux qui ont essayé, ils ont vu les fusils sortir, ça a tiré en l'air. Ils ont rapidement pris leur mobilette et été voir Jacqueline qui est toute seule et sans défense. Donc il faut comprendre la dynamique de l'humain aussi. C'est vraiment Hollywood et les séries qui nous pourrissent le cerveau sur de nombreux sujets et surtout le sujet des armes et de la défense. D'accord. Écoute, ça clôt effectivement le sujet et on pourrait presque en appeler, si ce n'est pas à faire des milices, mais à faire des équipes, comme dirait Papacito et le Raptor Dissident. C'est exactement ça. Alors on va arriver dans la dernière partie où là on va faire les questions un peu plus générales, j'ai envie de dire. Est-ce que tu aurais déjà quelques conseils sur comment organiser sa défense personnelle, familiale, sa maison, etc. Oui, je peux te présenter en tout cas ma vision des choses.
Bon, la défense personnelle, ça inclut le milieu des armes à feu, ça inclut la protection personnelle quotidien, tout ce qui est, j'aime pas dire art martial ou arts martiaux parce que c'est pas pour se défendre, c'est pour faire du sport. On dit, en anglais, on dit reality-based self-defense, protection personnelle basée sur la réalité, donc en gros de la castagne mais efficace et réaliste. C'est aussi à plusieurs niveaux. C'est un niveau personnel, mais aussi familial. Faut apprendre aux enfants à bien gérer les situations et qui peuvent devenir violentes. Désamorcer le risque, parce que comme tout à l'heure on disait, oui, si tu es face à 8 mecs que t'as une arme, je préfère avoir l'arme. Non, moi je te dis, je fais en sorte de pas me retrouver dans une situation avec 8 mecs devant. Ça c'est de la défense personnelle et c'est le mieux. Un combat d'éviter est un combat de gagner. On n'est pas là. Moins on s'expose au risque et surtout au risque physique, mieux c'est. Donc la meilleure défense personnelle, c'est avant tout éviter le risque. Un combat d'éviter est un combat de gagner. Certains vont certainement s'offusquer en commentaire en mode oui, ouais, l'honneur, tout ça, on en reparlera de l'honneur. Moi, alors ça dépend de qui on est, de quoi on ressemble, comment on est bâti, notre comportement. Mais moi, avec ma nature, je me fais passer pour un mouton tout le temps, une chèvre. Je veux pas montrer que je peux me défendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je dois le faire, je vais le surprendre et ça va être une embuscade mentale. Et le but, c'est de le démonter au plus vite sans qu'il est venu arriver. Donc moi, je ne vais pas avoir d'ego. Il ne faut pas avoir d'ego aussi. L'ego, c'est mal. Et des fois, souvent, on se fait insulter. On sait très bien, souvent, d'où ça vient et quel type d'insulte c'est en fonction de qui on est. Alors, ça peut faire faible et on le vit mal. On le vit jamais bien sur le moment, surtout quand on est un homme. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? Votre ego ou survivre? Y compris à une agression qui peut mal tourner, surtout aujourd'hui en France. Donc ça, comprendre l'influence de l'ego dans le principe et ne pas hésiter à prendre sur soi avec des principes très clairs. Par exemple, moi, c'est tant qu'il n'y a pas de contact, j'encaisserai tout. Tu peux me dire ce que tu veux, même sur ma mère, je m'en fous, j'encaisserai tout. Par contre, tu me touches, je suis prêt à aller en prison. Et donc je suis prêt à faire tous les actes qui vont avec. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, le prédateur le sent. Le prédateur est souvent quelqu'un d'habitué et il tâte en fait. En fait, ce qu'on appelle l'interrogatoire, le Mabzel ou ouais monsieur ou t'as pas une cigarette, c'est un test. Tout est du langage corporel, comment tu vas répondre, le regard. Alors il faut pas faire un regard de Son Goku vénère. Il faut faire. Moi je suis toujours un peu le bébête. T'as pas une cigarette? Ah bonjour monsieur, je peux vous aider? Ah non, je m'excuse, j'ai pas de cigarette et je continue mon chemin surtout. Je ne m'arrête pas. Mais je lui réponds de manière polie. Excusez-moi, bonne journée, même s'il renchérit. Ah, excusez-moi, bonne journée, je dois y aller, tout ça. Bien sûr, après, je check que je suis pas suivi, tout ça. Mais j'ai tout fait pour désamorcer et ne pas alimenter le conflit. Ne pas donner le bâton pour se faire battre. Et là, on n'est pas dans la violence. On est dans la gestion. La gestion de la parole, du langage corporel, savoir comment réagir, avoir des micro-programmes qui sont prêts à être engagés en fonction des situations. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc comprendre qu'en fait la protection personnelle, la self-défense, c'est avant tout un état d'esprit et des manières de faire. Et en gros, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de bagarre et de physique. Parce que le mieux, c'est d'éviter le combat à tout prix. Parce que ce qui est important, c'est de rentrer le soir indemne, pas finir dans un fauteuil roulant, de pas prendre un coup de cutter par un blédard parce que t'as mal, soi-disant mal répondu. Et de toute façon, quoi que t'aurais répondu, il t'aurait cherché des noises. Tu comprends? Donc vraiment comprendre que ça doit glisser. Certains dire voilà, tu rentres chez toi, c'est sûr que tu te fais une séance de sac pour que ça sorte. Mais ça c'est de la thérapie, c'est pas de la bonne défense personnelle. La bonne défense c'est de laisser couler, passer à autre chose, rentrer en vie parce qu'en plus aujourd'hui, si t'as le malheur de te défendre et d'être un autochtone, c'est toi qui rentres en prison, faut pas l'oublier, c'est les faits. Donc faut être malin. Il faut viser long terme et être malin. C'est pour ça qu'il faut monter des équipes par derrière où le jour où entre guillemets tu penses qu'il va arriver quelque chose et le jour où vraiment il y aura du sérieux, ton équipe sera là. Comme par hasard, du matériel va émerger d'un coup. Comme par hasard, vous avez fait tous des formations chez les hussards. Comme par hasard, vous savez évoluer en groupe en milieu urbain. C'est bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais tu as attendu d'avoir le terreau fertile pour mettre ça, pour utiliser ça. Ça veut pas dire que tu leur as fait J'ai presque envie de dire en complément, ne soyez pas aussi cons que mes élèves le sont, quoi. Mes élèves, ils ont 16 ans, ils viennent de certaines cités sensibles des fois, et dès qu'on les regarde mal, ils se sentent obligés d'aller au combat, et une fois sur deux, ils se font niquer la gueule, et après, ils ont rien gagné. Et puis, ils vont peut-être se blesser, un mauvais coup dans la nuque, et ça y est, t'es en fauteuil roulant.
il y a pas besoin d'être fort pour tuer avec les mains. Il suffit juste de tomber. Il y a tous les jours, il y a des personnes âgées, des gens au travail qui tombent et qui se tuent. Je vous invite à voir les statistiques. Parce qu'ils sont tombés la tête sur le coin du bureau. Parce qu'ils sont tombés la tête contre le trottoir ou contre un pylône. Se bagarrer, il faut que ça vaille le coup. Comme se défendre avec une arme à feu, il faut que ça vaille le coup. Donc le guerrier, c'est pour qui, quand et pourquoi mourir. Et ça, c'est pas des débats philosophiques qu'il faut se poser quand on te demande la cigarette ou quand t'as les 8 mecs de cité devant toi.